Bonjour, aujourd'hui une dernière vidéo sur la partie 3 du programme de Terminal S, corps humain et santé et système nerveux, et donc un chapitre 5 pour illustrer trois notions importantes concernant le système nerveux, la motricité volontaire, le principe d'intégration nerveuse et la plasticité cérébrale. Alors vous avez vu dans une vidéo précédente, chapitre 4, la commande réflexe de la motricité. Et bien ici, il faut admettre que on a dans notre hémisphère, dans notre cerveau si vous préférez, entre le lobe frontal ici localisé, le lobe pariétal, le long d'un sillon profond, on a une zone dédiée de notre cerveau qu'on appelle le cortex moteur primaire et qui a comme fonction, on le voit ici, l'encéphale vu du dessus, de contrôler la motricité volontaire. Ça veut dire qu'ici il y a des neurones, des corps cellulaires de neurones qui vont émettre des signaux qui vont contrôler par donc la volonté, la motricité. Vous avez ici donc l'encéphale vu du dessus. Alors évidemment, ce cortex moteur primaire est dans l'hémisphère gauche et on le retrouve à l'identique dans l'hémisphère droit. Alors ce cortex moteur en fait est constitué, si on le voit ici en coupe transversale, alors évidemment d'une partie blanche qui est composée de fibres axones dendrites, myélinisées souvent, et à la périphérie vous avez une zone qu'on appelle le cortex, composé de corps cellulaires de neurones, et ces corps cellulaires de neurones, vous voyez, en fait, dans ce cortex, toutes les parties musculaires de mon corps sont représentées. On a ici les muscles de la face, du visage, des lèvres, les muscles de la main, etc. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est la deuxième notion importante, que si on a un cortex moteur primaire qui contrôle la motricité des muscles, on a ici dans notre cortex différents territoires. On a par exemple ici un territoire important qui contrôle les muscles de la face et des lèvres. Ça veut dire quoi un territoire important? Ça veut dire qu'ici on a un nombre important de corps cellulaires de neurones, on appelle ces neurones des neurones pyramidaux, vous verrez pourquoi, et ces corps cellulaires qui sont représentés ici, qui émettent évidemment des prolongements, et bien ces corps cellulaires, il y en a un nombre important, donc le territoire qui contrôle les muscles de ma face et de mes lèvres est un territoire important qui comprend de nombreux neurones. Et ce qui va se traduire évidemment par une motricité fine du visage, parce que chaque neurone va pouvoir contrôler une quantité faible de fibres musculaires. Donc un grand territoire dans mon cortex moteur primaire traduit une motricité fine. À l'opposé, vous pouvez avoir pour le cortex moteur primaire une zone qui est dédiée à la motricité du tronc, qui est beaucoup plus petite. On voit ici un petit territoire qui contrôle les muscles du tronc. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on a moins de corps cellulaires qui sont dédiés à la motricité des muscles du tronc, ce qui veut dire qu'on a une motricité plus grossière de cette partie du corps. Et du coup, si on veut traduire cette manière dont sont représentés les muscles de mon corps dans ce cortex moteur primaire, on arrive à cet homunculus moteur qui montre bien qu'on a de grands territoires pour contrôler avec finesse les muscles des mains, qui permettent de travailler des outils, d'écrire. Pareil pour le visage, la face, qui permet d'avoir des mimiques et qui sont des mimiques importantes dans la communication humaine. Et enfin, on a au contraire des zones de ce cortex moteur primaire qui sont donc restreints, peu de neurones qui contrôlent justement avec plus de grossièreté les muscles du tronc ou des jambes. Voilà la première idée à maîtriser. Deuxième idée, c'est comment ces neurones de ce cortex moteur primaire peuvent contrôler des muscles de mon corps, quelles sont les voies qui permettent à ces messages d'être transportés. Alors c'est assez simple. Ici vous reconnaissez donc en coupe transversale le cortex moteur primaire. On a représenté un neurone, alors il y a évidemment des milliards, mais un neurone, alors il a une particularité, il a un corps cellulaire en forme de pyramide avec son noyau. Du coup on parle de neurone pyramidal et on va parler de voie pyramidale motrice. Et bien ce sont ces neurones qui émettent des signaux, des messages nerveux, et ces messages nerveux sont transmis jusqu'à mes muscles. Alors sont transmis évidemment ici un prolongement cytoplasmique qu'on appelle un axone. Chaque corps cellulaire du cortex moteur va émettre un prolongement axone, donc on va avoir des milliers de fibres axoniques ici. Alors ces fibres motrices aussi appelées vont avoir une particularité, vers le bulbe rachidien elles vont changer de côté. Ici par exemple l'hémisphère gauche va contrôler du coup la motricité droite et vice versa. On appelle ça aussi la décussation des fibres motrices. Alors cette fibre motrice, cet axone, va venir faire une synapse avec un motoneurone ici pour envoyer le signal de la contraction d'un muscle. Donc c'est assez simple, pour contracter les muscles de mon corps, il suffit d'utiliser en fait deux neurones. Le neurone pyramidal qui va stimuler en émettant des signaux, c'est la volonté, je vais décider et émettre des signaux pour aller contracter un muscle, et ces signaux, il suffit qu'ils suivent ce trajet, il y a une synapse qui se fait excitatrice avec le motoneurone, et le motoneurone va ordonner la contraction du muscle. Donc le long de la moelle épinière, vous avez comme ça plein de motoneurones qui partent stimulés par les voies pyramidales. Alors vous vous rappelez, on parle de voie pyramidale ici, voie motrice pyramidale, on a parlé de paralysie, on peut être paralysé parce que ces voies motrices sont sectionnées suite à un accident, une section de la moelle épinière, ou parce que, à la suite d'un AVC, accident vasculaire cérébral, les neurones sont détruits de ce cortex primaire et il n'y a plus aucun signal qui est émis. Alors, ça c'est la deuxième idée, maîtriser ce qu'on appelle les voies motrices pyramidales.
Troisième idée importante de ce chapitre, la notion d'intégration. En fait, le motoneurone ici va recevoir différents signaux, à la fois des neurones sensoriels, hein, du muscle qui s'étire par exemple, mais aussi des neurones pyramidaux, donc à lui d'intégrer toutes ces informations. Donc on va parler maintenant d'intégration. Vous reconnaissez ici le schéma du réflexe myotatique. On a le muscle ici, les fuseaux neuromusculaires avec le neurone sensoriel violet, neurone en T qui va faire une synapse avec le motoneurone rouge. Donc ici il y a déjà une synapse. On a ici le neurone pyramidal qui descend directement du cortex moteur faire une synapse avec ce motoneurone. Donc il a déjà 2 synapses à gérer, ce motoneurone. Et en fait on peut rajouter aussi un troisième neurone sensoriel qui vient du muscle antagoniste, qui lui aussi par moment va s'étirer et envoyer un signal justement au motoneurone. Sauf que lui au préalable il va faire une synapse avec un interneurone qui va bloquer le passage du message nerveux, parce que si ce muscle s'étire, il ne faut pas évidemment que celui-ci se contracte, puisque celui-ci va s'étirer. Pour l'étirer, il faut que celui-ci se relâche. Bref, si vous n'avez pas tout compris, j'ai résumé. Le neurone ici, donc j'ai une terminaison axonique qui vient directement de mon cerveau, du neurone pyramidal, qui réalise une synapse excitatrice. J'ai ici une terminaison axonique du neurone sensoriel du muscle étiré, indirectement issu du fuseau neuromusculaire, synapse excitatrice. Le troisième neurone qui intervient, c'est le neurone sensoriel du muscle antagoniste, sensoriel aussi, qui fait une synapse excitatrice avec cet interneurone, qui par contre, lui, lorsqu'il est stimulé, va réaliser une synapse inhibitrice. Donc votre motoneurone ici, en permanence, est stimulé par différentes synapses. Il y a des synapses excitatrices, inhibitrices. Donc à lui de prendre en compte ces informations contradictoires, d'intégrer tout ça. Donc c'est vraiment lui, le motoneurone, qui va réaliser l'intégration. Et cette intégration va conduire à 2 réponses possibles, soit aucune réponse, donc il n'émet aucun PA, ce qui va ne pas provoquer de contraction musculaire, soit au contraire, cette intégration conduit à une certaine fréquence de PA, donc à la contraction du muscle. Donc à vous de comprendre comment s'opère cette intégration du motoneurone. Alors ici, j'ai essayé d'illustrer le principe de cette intégration. Mon neurone ici, avec son noyau, ça c'est le neurone postsynaptique, c'est l'équivalent de mon motoneurone dont je viens de parler, qui est le neurone intégrateur. Et ici, j'ai représenté 4 synapses. Si on regarde l'enregistrement dans l'élément postsynaptique, on s'aperçoit que cette synapse N1, quand elle fonctionne, provoque une légère dépolarisation, donc c'est une synapse excitatrice. Même raisonnement pour la synapse N3, N4. Par contre, N2, lorsqu'elle fonctionne, on va enregistrer dans l'élément postsynaptique une légère hyperpolarisation. Donc N2 est une synapse inhibitrice. Donc on est bien dans le cas de figure d'un motoneurone qui peut être excité ou inhibé par différentes synapses. Alors l'intégration repose sur quoi? On va faire simple d'abord. Si on ne fait fonctionner que N1 seul, ça veut dire ici il y a 3 potentiels d'action qui arrivent, on fait fonctionner la synapse, on enregistre une légère dépolarisation, mais qui n'atteint pas le potentiel seuil de moins 50 mV, ce qui fait qu'on ne va pas faire naître de PA, et aucun PA ne va partir d'un élément postsynaptique. Par contre, si maintenant on fait fonctionner 2 fois de suite la synapse N1 et on fait arriver 3 PA et juste derrière 3 PA, on augmente la fréquence. Donc là en fait ce qui va se passer, ça va se traduire par ce graphique là, on va avoir l'arrivée des premiers potentiels d'action qui vont créer une légère dépolarisation, comme on l'avait vu là. Mais s'il y a d'autres PA qui arrivent avant que la première dépolarisation s'est éteinte, et en fait les dépolarisations successives qui vont être créées par l'arrivée successive de potentiels d'action dans l'élément présynaptique vont s'additionner. On va parler d'une sommation dans le temps. Et cette sommation peut, c'est le cas ici, permettre d'atteindre le seuil nécessaire à la genèse d'un PA. Donc dans le deuxième cas de figure, ici, N1 plus N1, quand on fait fonctionner dans un temps assez court la synapse N1 2 fois de suite, on est dans ce qu'on appelle une sommation temporelle. L'élément postsynaptique va réaliser une sommation temporelle. Il va additionner les légères dépolarisations créées par chaque train de potentiel d'action qui, si c'est le cas ici, on dépasse le seuil de dépolarisation, fait naître un PA. Troisième possibilité, si on fait fonctionner N1, N2, N3, les 3 synapses à la fois, et bien regardez ce qui va se passer, voilà. L'idée c'est que là on va être dans ce qu'on appelle le potentiel, le neurone postsynaptique va réaliser une sommation spatiale, puisqu'au même moment, il a 3 synapses, N1, N2, N3 qui fonctionnent. Il a 2 synapses excitatrices, mais il a une synapse inhibitrice. Et pour faire ça, vous voyez ici, une synapse inhibitrice crée une légère hyperpolarisation qui compense la légère dépolarisation de la synapse excitatrice. Du coup, si on fait la somme de toutes ces dépolarisations et hyperpolarisations, on a des fluctuations mais qui ne permettent pas d'atteindre le seuil. Donc dans ce cas-là, dans le cadre de la troisième possibilité, N1, N2, N3, le neurone postsynaptique opère une sommation spatiale des différentes dépolarisations provoquées par l'arrivée de chaque PA au niveau de la synapse 1 et 3, et va prendre en compte aussi l'hyperpolarisation de la synapse 2. Et cette sommation spatiale, dans le cadre que j'ai choisi, ne permet pas de dépasser le seuil
de moins 50 millivolts, donc l'intégration va conduire à aucune réponse. Dernier cas de figure, on fait fonctionner les 4 synapses ensemble. Donc les 4 synapses ensemble, évidemment, vous allez en fait faire encore une fois une sommation spatiale. Vous avez 3 synapses excitatrices qui peuvent s'additionner, donc on va additionner les dépolarisations. Si on admet qu'une hyperpolarisation compense une dépolarisation, on peut considérer qu'ici, en faisant fonctionner simultanément ces 4 synapses, la sommation spatiale va se faire. Donc on va additionner les dépolarisations provoquées par l'arrivée des PA au niveau des synapses 1, 3, 4 et prendre en compte l'hyperpolarisation de S3, et le motoneurone, du coup, par cette sommation dans l'espace des différentes dépolarisations, hyperpolarisations, va ou pas, là bon, j'ai pris le cas où cette sommation spatiale dépasse le seuil, ce qui permet de faire naître un potentiel d'action. Voilà donc le principe d'intégration d'un neurone postsynaptique, l'exemple du motoneurone, et on a donc à retenir la notion de sommation spatiale et temporelle. Dernière idée de ce chapitre 5, c'est la notion de plasticité cérébrale. On a vu que dans le cortex moteur, on a différents territoires, un territoire dédié aux muscles du visage, des lèvres, etc. On prend ici l'exemple d'un territoire du cortex moteur du pouce et de l'auriculaire. Ça, chez un sujet non musicien et chez un sujet qui fait de la musique, un violoniste par exemple, et ce qu'on veut vous montrer, c'est que mes territoires dans ce cortex moteur ne sont pas figés, ils vont évoluer par l'histoire de chaque individu. Et si vous êtes violoniste, musicien, vous allez tellement solliciter certains muscles des doigts, du bras, etc., que vous allez voir que les territoires dédiés à ces muscles vont se développer par rapport à un sujet témoin. Donc pour illustrer que la plasticité, ce que c'est la notion de plasticité, les cerveaux, les différents territoires présents dans ce cortex moteur primaire ne sont pas figés et ne cessent d'évoluer d'individu à un individu de par l'expérience et l'entraînement moteur de chacun. Alors, deuxième exemple, c'est la motricité. Pour illustrer cette plasticité, là aussi on a amputé une personne des mains, donc voilà, quelques mois après l'amputation, la répartition de ces territoires du visage, on est d'accord, de la main, du bras. Donc ici on appelle ça la carte motrice d'une personne après amputation des 2 mains. On s'aperçoit évidemment qu'il y a une régression, le territoire du bras va se développer beaucoup, par opposition à la main qui n'est plus sollicitée. Mais si on regarde les mêmes territoires moteurs de cette personne après 6 mois, et une greffe, pardon, j'ai oublié, une greffe de la main, évidemment, on greffe les deux mains à cette personne, et on s'aperçoit qu'il y a une réorganisation totale du cortex moteur. On voit que ces cartes motrices ont changé, puisqu'on voit ici que la partie dédiée à la motricité de la main a considérablement augmenté, au détriment de la motricité qui contrôle le bras. Donc tout ça pour illustrer la capacité de régénération, de plasticité cérébrale. Un cortex a cette capacité, suite à une amputation ou à un accident vasculaire cérébral, de remodeler, de réorganiser ces territoires au niveau du cortex moteur primaire. Voilà, alors ce chapitre 5, vous avez à retenir la notion de cortex moteur primaire. L'idée est qu'on a une zone de notre cortex qui est capable de contrôler la motricité volontaire de mon corps, et que dans ce cortex moteur, il y a des territoires dédiés à différentes parties de ma motricité du corps. Vous avez aussi à présenter, n'oubliez pas, les voies pyramidales, expliquer comment les neurones pyramidaux émettent des signaux et comment ces signaux sont entraînés, acheminés jusqu'au motoneurone pour que celui-ci apporte l'information au muscle. Donc là, on parle de voies pyramidales motrices. N'oubliez pas le principe d'intégration, un neurone postsynaptique, que ce soit le motoneurone ou n'importe quel neurone postsynaptique, est capable de réaliser une sommation temporelle et spatiale. Et cette sommation, dans le temps et dans l'espace, peut conduire, si elle dépasse le seuil de dépolarisation, à des PA, à une certaine fréquence, ou pas de potentiel d'action. Et n'oubliez pas l'idée de plasticité cérébrale. Les territoires ou les cartes motrices d'un individu évoluent avec son expérience, et on a cette capacité de régénération, de réorganisation des territoires moteurs. Voilà les grandes lignes du chapitre 5 sur la motricité volontaire, l'intégration et la plasticité cérébrale.